Qui aurait cru que c'était là mon ticket gagnant? J'étais garé sur une aire de repos en bordure de Dayton, dans l'Ohio, quand tout a basculé. 2 heures de l'après-midi, un mardi, et je venais juste d'ouvrir une boîte de haricots génériques cabossés, achetés au rayon discount du Dollar Général. Petit déjeuner et déjeuner, tout en un. Ma Honda Civic de 2008, avec plus de 300 000 bornes au compteur, était désormais tout mon univers. J'avais appris, des mois auparavant, que le siège conducteur ne s'inclinait pas assez pour qu'un type d'1,83 m puisse dormir correctement. Le téléphone qui vibrait sur le tableau de bord était sûrement un autre organisme de recouvrement ou un robot qui essayait de me vendre une extension de garantie pour une bagnole quasiment bonne pour la casse. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le prendre. Peut-être juste l'ennui. Peut-être ce dernier petit bout d'espoir qui refuse de mourir, même quand tout le reste s'est effondré. Allô? Ma voix était dégueulasse. Je n'avais parlé à personne depuis 3 jours. Monsieur David Patterson? La voix de la femme était sèche, professionnelle. Ouais, c'est moi. Ici Linda Martinez, des archives du comté d'Anchorage, en Alaska. Je vous appelle au sujet de votre propriété. Parcelle 82 et 559 dans le borough de North Slope. J'ai esquissé un rire. Un son amer qui m'a fait mal à la gorge. Madame, vous vous trompez de personne. Je ne possède aucune propriété. Je ne suis même pas propriétaire de cette voiture. C'est la banque. Ils sont juste un peu lents pour la saisir. Monsieur, nos registres indiquent que vous possédez 137 hectares ici depuis 1998. Vous en avez hérité de Walter Patterson à son décès. Walter. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Le frère aîné de mon père, un type que j'avais rencontré une seule fois, quand j'avais 7 ans. Il était apparu chez nous, à Columbus, au volant d'un pick-up qui avait l'air de tenir avec de la rouille et un miracle. Il était resté 2 jours, puis avait disparu, direction l'Alaska. Je me souvenais de lui, grand et buriné, avec des mains comme du vieux cuir et des yeux qui ne semblaient jamais se fixer sur quoi que ce soit bien longtemps. Monsieur Patterson, je dois vous informer que vous devez actuellement 47 000 $ d'arriérés d'impôts fonciers. Si cette somme n'est pas réglée avant vendredi à 5 heures de l'après-midi, heure de l'Alaska, la propriété sera mise aux enchères publiques. J'ai contemplé les 17 $ éparpillés sur le siège passager, à côté d'un rouleau de papier toilette que j'avais piqué dans les toilettes d'une station-service. Autant me demander 47 millions. Il y a eu une pause, des papiers qui s'agitent. Puis la voix de Linda est revenue, différente, plus basse, plus pressante. Monsieur Patterson, êtes-vous au courant que la Western Oil Corporation essaie de vous contacter depuis 3 ans? Jamais entendu parler. Et Arctic Reserve Energy ou Summit Petroleum? Madame, je vis dans ma bagnole. Depuis 6 mois, personne ne me contacte pour quoi que ce soit, à part pour des factures impayées. Monsieur, ces sociétés vous recherchent concernant les droits miniers sur la terre de votre oncle. Elles ont embauché des détectives privés. Elles ont envoyé des lettres recommandées à 17 adresses différentes. Ma main qui tenait le téléphone a commencé à trembler. Pourquoi des compagnies pétrolières se soucieraient-elles d'un bout de terre gelé en Alaska? Monsieur Patterson, des études géologiques réalisées il y a 3 ans indiquent la présence d'importants gisements pétroliers sous votre propriété. Les droits miniers seuls sont actuellement estimés entre 18 et 22 millions de $. Estimation prudente. La boîte de haricots m'a échappé des mains et a atterri sur le tapis de sol. De la sauce froide a giclé sur ma dernière paire de chaussures propres. J'étais incapable de bouger, de respirer, même de cligner des yeux. Monsieur Patterson? Vous êtes toujours là. Le monde s'était tu, à l'exception du sang qui tambourinait dans mes oreilles. 22 millions de $. Le chiffre n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens. 6 mois plus tôt, mon ex-femme, Sarah, et son mec avaient pris tout ce que j'avais passé 22 ans à construire. Mon entreprise de plomberie, ma maison, mes camions. Toute ma vie. 4 200 000 $ d'actifs partis avec la signature d'un juge et le rire de mon ex-femme résonnant dans le couloir du tribunal. Profite de la misère, avait-elle dit devant le tribunal, son bras enlacé avec celui de Marcus Brennan, l'avocat spécialisé dans les divorces qui avait orchestré ma destruction complète. Peut-être que ça t'apprendra ce que c'est, le vrai travail, maintenant. Et là, une inconnue au téléphone me disait que j'avais été riche tout ce temps. Assis sur une fortune pendant que je mangeais grâce aux banques alimentaires et que je me douchais dans les stations-service.
Il y a forcément une erreur, ai-je finalement réussi à dire. Pas d'erreur, monsieur Patterson. Mais je dois vous faire comprendre quelque chose. Si vous ne payez pas les 47 000 $ d'arriérés d'impôts avant vendredi à 5 heures de l'après-midi, heure de l'Alaska, vous perdez tout. La terre sera vendue aux enchères, probablement à l'une de ces compagnies pétrolières pour une fraction de sa valeur. Vous avez 72 heures. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 49 ans, les cheveux plus gris que bruns, le visage émacié après des mois à ne faire qu'un seul repas par jour. Je portais un t-shirt de la friperie avec le nom de quelqu'un d'autre écrit sur l'étiquette. J'avais l'air d'un homme qui avait tout perdu. Ce que j'étais. Mais apparemment, j'étais aussi un homme qui possédait 138 hectares de terres pétrolifères en Alaska. Qu'est-ce que mon oncle foutait là-bas, demandai-je. D'après nos dossiers, rien. Il a vécu dans une caravane au coin sud-est de la propriété de 1973 à sa mort en 1998. Il ne l'a jamais exploité, jamais vendu, jamais même loué. Il a juste payé les impôts chaque année jusqu'à sa mort. Après ça, les factures vous sont parvenues. Mais il semble que vous ne les ayez jamais reçues. Je repensais à 1998. J'avais 23 ans, je venais de lancer Patterson Plumbing Service avec une camionnette et plus d'ambition que de bon sens. Le courrier était réexpédié, perdu, ignoré dans le chaos de la construction d'une entreprise et du lancement d'une famille. Un avis légal concernant la toundra d'Alaska sans valeur n'aurait pas été perçu comme important. Linda, il faut que vous compreniez quelque chose. Il me reste 17 $. Je ne peux pas payer 47 000 $ d'ici vendredi. Je ne peux pas les payer d'ici vendredi prochain, ni l'année prochaine. Alors vous devez trouver quelqu'un qui le peut, monsieur Patterson. Parce qu'à 17h01, heure de l'Alaska, vendredi, vous passez de la possibilité d'avoir 20 millions à n'avoir plus rien. Encore une fois. Ce mot flottait entre nous. Comme si elle connaissait mon histoire, comprenait ce que ça voulait dire de tout perdre 2 fois. Pouvez-vous m'envoyer des documents, des preuves de tout ça? Je suis en train de tout envoyer par mail à l'adresse que nous avons dans notre dossier. David Patterson, mail. Oui, c'est ça. La seule adresse email que j'avais réussi à garder gratuite. Monsieur Patterson, puis-je être franche? Bien sûr. Je travaille dans ce bureau depuis 15 ans. Je n'ai jamais passé un appel comme celui-ci. D'habitude, ce ne sont que des avis standards concernant de petits colis, valant peut-être quelques milliers de dollars. Mais la terre de votre oncle, avec ses droits miniers, et 3 grandes compagnies pétrolières qui tournent autour comme des requins. C'est une somme qui peut changer une vie. Trouvez un moyen de payer ses impôts. Suppliez, empruntez, vendez votre sang si vous devez le faire. Parce que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Elle se trompait sur ce dernier point. C'était ma deuxième chance. La première avait été de construire mon entreprise à partir de rien, pour en faire quelque chose valant des millions. Mais cet empire avait été bâti sur la confiance envers la mauvaise personne. Et il s'était effondré en 8 mois de procédures judiciaires orchestrées par un homme que je considérais comme un ami. C'était différent. C'était l'oncle Walter, un homme que je connaissais à peine, qui me tendait la main depuis la tombe avec un billet de loterie gagnant qu'il gardait depuis 25 ans. Merci, Linda. Je le pense vraiment. Bonne chance, monsieur Patterson. Vous allez en avoir besoin. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis dans le silence de ma voiture, entouré de tout ce que je possédais. 2 changements de vêtements, un sac de couchage, un réchaud de camping qui ne marchait pas, et 17 $ dehors. Des gens normaux avec des vies normales passaient en voiture sur leur chemin vers des foyers normaux. Ils n'avaient aucune idée que l'homme à l'air de SDF dans la Civic déglinguée venait d'apprendre qu'il valait 20 millions s'il pouvait trouver 47 000 $ en 3 jours. Laissez-moi revenir en arrière et vous expliquer comment j'en suis arrivé là, parce que l'histoire ne commence pas avec cet appel téléphonique. Elle commence 22 ans plus tôt, quand j'avais 27 ans. Et assez stupide pour penser que le travail acharné et la loyauté étaient tout ce dont on avait besoin pour réussir. J'ai créé Patterson Plumbing Service avec 800 $, une camionnette d'occasion qui bouffait de l'huile, et une boîte à outils que mon père m'avait laissée à sa mort. J'étais marié à Sarah depuis 2 ans, et j'étais déterminé à construire quelque chose qui durerait. La première année a failli me ruiner. Je travaillais 7 jours sur 7, en prenant n'importe quel boulot qui payait. Déboucher des toilettes à 2 heures du matin, remplacer des chauffe-eau dans des sous-sols inondés, réparer des tuyaux éclatés au cœur de l'hiver de l'Ohio.
Sarah travaillait comme hygiéniste dentaire à l'époque, rapportant un revenu stable pendant que je construisais notre avenir, un appel de service à la fois. Tu sens les égouts, disait-elle quand je rentrais après minuit. Mais elle le disait en faisant réchauffer le dîner qu'elle avait gardé au chaud. À l'époque, ça ressemblait à de l'amour. À la 5e année, j'avais 3 employés. À la 10e année, j'en avais 12. Patterson Plumbing Service est devenu le nom auquel les entreprises faisaient confiance à Columbus. Nous avions des contrats avec des immeubles de bureaux, des restaurants, 2 centres commerciaux et l'hôpital régional. J'ai acheté notre première vraie maison quand les jumelles, Emma et Olivia, avaient 5 ans. Une vraie maison avec un jardin et une balançoire. Pas l'appartement exigu où nous avions commencé. L'entreprise a fini par valoir 2 800 000 $. Non pas parce que j'étais un génie, mais parce que je répondais à chaque appel, honorais chaque contrat et traitais chaque tuyau bouché comme si c'était important. La maison à Upper Arlington valait 850 000 $. Décorée exactement comme Sarah le voulait. Elle avait arrêté de travailler quand les filles ont commencé l'école. Elle disait qu'elle voulait se concentrer sur son rôle de mère. Je ne l'ai jamais remis en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous construisions une vie ensemble. Nos journées avaient un rythme. Je partais à 5 heures du matin, embrassais Sarah pendant qu'elle dormait, filais à l'atelier. Elle préparait les filles pour l'école, gérait la maison, s'occupait de notre agenda social. Elle s'était inscrite au club de campagne, avait commencé le tennis, s'était liée d'amitié avec d'autres femmes dont les maris étaient chefs d'entreprise. J'étais content qu'elle soit heureuse. Tous ses levers aux aurores et ses veillées tardives avaient un sens puisque ma famille s'épanouissait. Les jumelles étaient intelligentes comme leur mère, ambitieuses comme moi. Emma voulait devenir médecin. Olivia s'intéressait à l'ingénierie. On avait économisé pour leurs études depuis leur naissance, Ohio State pour toutes les deux. Pas de prêts étudiants, pas de stress financier. C'était le rêve. Je travaillais pour Sarah. Elle avait lancé son club de lecture du jeudi quand les filles étaient au lycée. Juste entre filles, pour discuter de littérature. Elle avait dit, ça ne t'intéresserait pas, David. Trop de parlotte sur les sentiments. Elle avait raison. Je préférais les plans aux discussions littéraires. Les séminaires juridiques étaient venus ensuite. Elle disait qu'elle voulait mieux comprendre le monde des affaires, m'être plus utile. J'étais touché. Après 20 ans de mariage, elle avait encore envie de s'investir davantage dans mon travail. On devrait mettre à jour notre planification successorale, avait suggéré Sarah un soir, pendant le dîner. L'entreprise vaut tellement maintenant. On doit protéger l'avenir des filles. Elle avait trouvé un avocat par le biais de son club de tennis. Marcus Brennan était vivement recommandé. Harvard Law, spécialisé dans les structures d'entreprise et la protection des actifs. Son cabinet avait des fauteuils en cuir et des étagères en bois sombre garnis de livres de droit qui avaient l'air de n'avoir jamais été ouverts. David, mon pote, tu as bâti quelque chose d'impressionnant, ici, avait dit Marcus lors de notre première rencontre. Il avait cette assurance décontractée qui vient du fait de n'avoir jamais eu de terre sous les ongles. Assurons-nous que ce soit à l'épreuve des balles. Juridiquement parlant. Les documents qu'il avait préparés étaient épais, remplis d'un langage que je ne comprenais pas, structure fiduciaire, transfert d'actifs, abris fiscaux. Sarah avait déjà tout lu. Il y avait des post-it partout, qui indiquaient où je devais signer. Ce ne sont que des formalités, mon chéri, avait-elle dit quand j'avais hésité. Marcus m'a tout expliqué. Ça nous protège si quelqu'un intente un procès à l'entreprise. Ça maintient nos biens personnels séparés. J'avais signé. Bien sûr, j'avais signé. C'était ma femme depuis 22 ans, la mère de mes enfants, la femme qui avait mangé des nouilles instantanées dans un appartement infesté de cafards pendant que je poursuivais mon rêve. Pourquoi n'aurais-je pas confiance en elle? Marcus était devenu une présence régulière. Il passait à la maison pour déposer des documents. Il était venu à notre barbecue du 4 juillet, avait apporté du vin cher, avait complimenté mes grillades. Il riait à mes blagues, posait des questions sur l'entreprise, se comportait comme si nous étions amis. Tu devrais donner un cours sur la création d'entreprise, David, avait-il dit, debout dans mon jardin, en buvant ma bière. De 0 à des millions. C'est ça, le rêve américain, non? Je l'aimais bien, en fait. C'est ce qui ferait le plus mal plus tard. J'aimais sincèrement le type qui était en train de démolir ma vie en secret,
un document juridique à la fois. Le dernier jour normal était un lundi de mars. J'avais embrassé Sarah pour lui dire au revoir, j'étais allé au travail, j'avais réparé des trucs, j'étais rentré à la maison où ça sentait le pot-au-feu. On avait regardé la télé, parlé des candidatures d'Emma à la fac, on s'était couché à 10 heures comme d'habitude. Le mardi matin, Tom Russell, mon chef d'équipe, m'attendait devant la porte de l'atelier. Son visage m'indiquait que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne me tende l'enveloppe. Un type qui ressemblait à un avocat m'a dit de vous donner ça tout de suite. Il a dit que c'était urgent. À l'intérieur, il y avait la fin de tout ce que j'avais construit. Une demande de divorce. 63 pages de mensonges enveloppés dans un jargon juridique. Maltraitance émotionnelle, combine financière, argent caché, négligence de la famille. Chaque accusation soigneusement formulée pour détruire non seulement mon mariage, mais moi. Mes mains tremblaient en lisant des mots que je n'avais jamais prononcés. Des choses qui ne s'étaient jamais produites. Une version de moi qui n'existait que dans ces pages dactylographiées. Je suis rentré directement à la maison, en dépassant les limites de vitesse tout le long. La maison était silencieuse quand j'ai fait irruption. Trop silencieuse. Puis je les ai vus dans la cuisine. Sarah était assise à notre table du petit déjeuner, celle où nos filles avaient mangé des céréales pendant 18 ans. Marcus était assis à côté d'elle, sa main posée sur la sienne. « Bonjour, David », a dit Sarah calmement, comme si je rentrais d'une journée normale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai brandi les papiers. « La fin de la comédie », a-t-elle dit. « Assieds-toi. On devrait en parler comme des adultes. » Je suis resté debout. « Depuis combien de temps ?» Marcus a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. « Je ne te parle pas, à toi. »« Depuis combien de temps, Sarah ?» 18 mois, a-t-elle dit, relevant le menton comme si elle était fière. Marcus m'a aidé à voir ce que je valais vraiment, ce que je méritais. Nos filles sont au courant. On leur a dit la semaine dernière. Elles comprennent. Elles voient comment tu as fait passer le travail avant la famille pendant 20 ans. C'était le premier coup de couteau. Les jumelles, ma raison d'être, étaient au courant depuis une semaine pendant que j'allais au travail, que je planifiais leur avenir, sans rien voir venir. Fous le camp de chez moi, ai-je dit à Marcus. En fait, a-t-il dit, en se levant lentement, c'est la maison de Sarah. C'est le cas depuis 6 mois. Tu as signé les papiers, tu te rappelles? Protection des biens. La deuxième lame. Ces papiers que j'avais signés sans les lire, me fiant au post-it de ma femme et à ses promesses. J'avais cédé ma propre maison. L'entreprise est à moi, dis-je. 51% appartiennent à Sarah, répondit Marcus en sortant son téléphone pour me montrer des documents. Tu l'as désigné comme propriétaire principal l'année dernière. Pour des raisons fiscales, tu avais été d'accord. Ta signature est juste là. La troisième lame, est la plus profonde. Mon entreprise, bâtie à partir de rien, ne m'appartenait plus. Vous avez manigancé ça, dis-je à Sarah. Chaque papier, chaque signature. J'ai planifié ma liberté, corrigea-t-elle. 22 ans à te regarder rentrer crasseux, à faire semblant d'être fier de toi, à prétendre que ton petit truc de plomberie était important. Tu sais comment les femmes du club t'appellent, David? Le roi du tuyau. Et je devais sourire et te défendre. Marcus m'a montré ce que c'est, la vraie réussite. J'ai engagé Laurence Chen cet après-midi-là, un bon avocat que mon comptable m'avait recommandé. Laurence a tout examiné, et son visage a pâli. David, ces papiers que tu as signés sont béton. Tu as donné la majeure partie de tes biens à Sarah au cours des 2 dernières années. Je ne savais pas ce que je signais. Ce n'est pas un argument juridique valable. Tu es un homme d'affaires prospère. Aucun juge ne croira que tu as signé des papiers sans savoir ce qu'ils contenaient. Le divorce a duré 8 mois. Chaque fois qu'on allait au tribunal, c'était comme assister à un démantèlement professionnel de ma vie. L'avocat de Sarah, pas Marcus officiellement, mais son associé au cabinet, me présentait comme un monstre qui avait caché de l'argent, trafiqué les finances et effrayé sa famille. Ils ont fait venir un expert comptable qui a décelé de faux problèmes dans les comptes de l'entreprise, de l'argent qui avait soi-disant disparu. Tout était inventé, mais ça avait l'air réel sur le papier. 3 de mes propres employés ont déclaré que Sarah était le véritable cerveau de l'entreprise. Tom Russell m'a dit plus tard qu'on leur avait promis des emplois dans d'autres entreprises s'ils coopéraient.
La juge, Patricia Thornton, semblait avoir déjà pris sa décision avant même que je n'ouvre la bouche. J'ai découvert plus tard que le cabinet de Marcus avait versé 30 000 $ à sa campagne de réélection. Emma et Olivia ne répondaient plus à mes appels. Sarah leur avait montré de fausses preuves d'infidélité, des cartes de crédit secrètes qui n'existaient pas. Elle les avait convaincus que l'argent pour leurs études, que j'avais mis de côté dans des comptes séparés, était de l'argent que j'avais volé à leur mère. Le jugement final est tombé en novembre. Sarah a obtenu l'entreprise, la maison, tous les placements, tout sauf mon vieux pick-up et 30 000 $. La juge a déclaré que c'était un partage équitable en raison de mes antécédents de manipulation financière. Je suis resté debout dans la salle d'audience pendant qu'il lisait la décision, regardant le travail de toute une vie être remis à une femme qui me regardait maintenant avec une haine pure, et à son amant, qui avait tout planifié. Dehors, devant le palais de justice, il m'attendait. « Tu aurais dû mieux me traiter », dit Sarah assez fort pour que les gens l'entendent. Toutes ces années à faire comme si tu étais tellement formidable alors que je souffrais en silence. Marcus s'avança. C'est fini, mon pote. Fais avec. Amuse-toi bien à être pauvre. Peut-être que ça t'apprendra à être humble. Sarah rit alors, un son que je ne lui avais jamais entendu en 24 ans de mariage. Il a raison, David. La pauvreté te sied mieux. Tu n'as toujours été qu'un plombier prétentieux qui se croyait supérieur aux autres. Ils s'éloignèrent ensemble en direction de la Mercedes de Marcus, tandis que je restais là, avec rien d'autre que les clés d'un pick-up vieux de 10 ans et la conscience d'avoir été détruit par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Le pick-up a tenu 3 semaines avant que le gars du crédit ne le retrouve. J'ai regardé depuis l'autre côté du parking pendant qu'il le chargeait sur un plateau. C'était tout, mon dernier lien avec la vie que j'avais construite. Cette nuit-là, j'ai échangé ma montre d'anniversaire à un cadeau de Sarah, d'une valeur de 3 000 $ contre une Honda Civic de 2008. 300 000 bornes au compteur, et le chauffage ne marchait qu'à fond. La Civic est devenue mon tout, maison, bureau, le monde entier entassé dans 4 mètres carrés de tissu taché et de plastique craquelé. J'ai appris vite les règles du sans-abri. Changer régulièrement de place de parking pour que la sécurité ne remarque rien. Les aires de repos sont plus sûres que les rues. Les relais routiers ont des douches, si tu peux te le permettre. Le 1K propose des entrées à la journée pour 10 balles quand tu as besoin de te sentir à nouveau humain. 2 mois. Je n'ai rien dit à personne. Mon frère, Kevin, a appelé 2 fois, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Maman, 78 ans et vivant de la sécurité sociale en Floride, n'avait pas besoin de savoir que son fils, un homme d'affaires prospère, bouffait grâce aux banques alimentaires. La honte était comme un poids physique, plus lourd que la faim. Le travail journalier est devenu mon revenu, charger des camions dans des entrepôts pour 60 balles au noir, peindre des appartements pour des marchands de sommeil qui payaient au black, déménager des meubles pour des étudiants qui évitaient mon regard. À 49 ans, mon dos hurlait à chaque quart de travail, mais me plaindre était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le pire, c'était de croiser mes anciens camions de l'entreprise dans Columbus. Patterson Plumbing Service, le logo que j'avais moi-même créé au conduit désormais par des inconnus. J'en ai même vu un assurer la maintenance du Marriott en centre-ville, un contrat que j'avais négocié 5 ans auparavant. Le nouveau s'y prenait mal, utilisant des pièces bas de gamme que je n'aurais jamais autorisées. Mais ce n'était plus mon problème. Sarah a gardé Tom Russell comme contremaître exactement 2 mois avant de le remplacer par le cousin de Marcus, un type qui n'avait jamais tenu une clé à molette mais qui avait un MBA. Russell m'a retrouvé sur une aire de repos un soir, et m'a glissé 200 $ par la fenêtre. L'entreprise est en train de couler, David. Elle a déjà perdu la moitié des contrats. Elle ne comprend pas que les relations comptent plus que les tableurs. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, mais on savait tous les deux que c'était un mensonge. Cette entreprise avait été mon enfant, avant même que mes vrais enfants naissent. Un hiver dans l'Ohio, à vivre dans une voiture, c'est une forme d'enfer bien particulière. Le froid s'infiltre partout, trouve la moindre faille. Je faisais tourner le moteur pour avoir du chauffage jusqu'à ce que la jauge d'essence descende trop bas, puis je me blottissais dans un sac de couchage prévu pour des températures que je n'ai jamais atteintes. Certains matins, la glace se formait à l'intérieur du pare-brise à cause de ma respiration. La nourriture était devenue une obsession. L'église méthodiste servait le déjeuner le mardi. L'armée du salut proposait un dîner le lundi, mercredi et vendredi. Les banques alimentaires exigeaient une preuve d'adresse que je n'avais pas, mais certains bénévoles fermaient les yeux.
J'ai appris à faire durer une boîte de haricots pour 2 repas, à économiser les paquets de crackers des soupes populaires, à ignorer la faim lancinante et constante qui était devenue mon état normal. Mes filles n'appelaient jamais. J'avais envoyé des lettres à leur résidence universitaire à Ohio State, expliquant ma version, les suppliant de m'écouter. Elles me revenaient non ouvertes. Sarah avait bien empoisonné le puits. Pour elle, j'étais le méchant qui avait trahi leur mère, volé leur sécurité, révélé ma vraie nature après des décennies de tromperie. Après 6 mois de vie à la rue, j'avais oublié ce que c'était que d'espérer. Mon téléphone, que je gardais actif grâce à un programme d'aide gouvernementale, n'était plus qu'une horloge et une application météo. Plus personne n'appelait. Personne n'avait besoin de David Patterson, ancien chef d'entreprise, actuel moins que rien. La dépression n'a rien de théâtral quand on est sans abri. Ce ne sont ni des pleurs ni des cris. C'est regarder le plafond de sa voiture pendant des heures, incapable de bouger, incapable de s'en soucier. C'est regarder des gens normaux vivre des vies normales et avoir l'impression de regarder depuis une autre dimension, séparée par une vitre que l'on ne peut pas briser. Mais quelque chose en moi refusait de mourir complètement. Peut-être était-ce la voix de mon père, mort depuis 37 ans, mais toujours clair. Astérisque Patterson, les hommes n'abandonnent pas astérisque. Peut-être était-ce du dépit, le désir de survivre à la prédiction de Sarah selon laquelle je m'effondrerais sans elle. Peut-être était-ce juste un entêtement biologique, le même trait de caractère qui avait bâti une entreprise à partir de rien. Ce mardi après-midi, on m'avait refusé un poste dans une équipe de construction parce que j'étais trop vieux. Responsabilité en matière d'assurance, avait dit le contremaître, sans méchanceté. J'avais conduit jusqu'à l'aire de repos à la sortie de Dayton, compté mes $17 3 fois, comme s'ils pouvaient se multiplier, et ouvert cette boîte de haricots qui avait le goût de la capitulation. Puis le téléphone a sonné. Linda Martinez, d'Alaska, parlait de propriétés que j'avais oubliées, d'impôts dont je n'avais jamais eu connaissance, et de compagnies pétrolières qui offraient des millions pour les droits miniers sur des terres que j'avais héritées d'un oncle que j'avais rencontré une seule fois. Oncle Walter. Je me souvenais de lui maintenant plus clairement que je ne l'avais fait depuis des décennies. Grand, buriné, silencieux, il était arrivé chez nous quand j'avais 7 ans, conduisant un camion qui avait l'air d'avoir traversé l'Arctique à la seule force de la volonté. Mon père, son frère cadet, l'avait serré dans ses bras avec des larmes dans les yeux. Ils avaient parlé tard dans la nuit pendant que je faisais semblant de dormir, écoutant des histoires sur l'Alaska, sur les chances saisies et manquées, sur une terre qui s'étendait à l'infini. « Promets-moi quelque chose, mon garçon », m'avait dit Walter avant de partir. Il s'était agenouillé, ses genoux craquants, ses yeux au même niveau que les miens. Quand la vie te mettra à plat et elle le fera, souviens-toi que le sol sur lequel tu es allongé pourrait valoir plus que le ciel que tu regardes. J'avais pensé que c'était des bêtises, les divagations d'un vieil homme étrange. Maintenant, 42 ans plus tard, assis dans une voiture qui sentait l'échec et les haricots, je comprenais. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su qu'un jour son neveu aurait besoin d'un miracle, et il avait passé 25 ans en Alaska à s'assurer qu'il y en aurait un qui l'attendrait. Le courriel de Linda contenait des titres de propriété, des relevés d'impôts, des études géologiques, des lettres de compagnies pétrolières avec des offres qui faisaient se retourner mon estomac vide. 20 millions de dollars pour les droits miniers. Plus si je vendais la terre elle-même. Assez pour reconstruire 10 fois. Mais d'abord, 47 000 $ en 3 jours. J'ai fait défiler mes contacts une dernière fois. Le numéro de Kevin était toujours là, inchangé depuis qu'il l'avait programmé dans mon téléphone. Il y a 5 ans, le dîner d'anniversaire de maman. Mon frère, celui qui a réussi, celui qui m'avait mis en garde contre Sarah. Il avait monté son cabinet dentaire sans drama, sans coup bas. Il avait tout fait bien, alors que moi, j'avais tout foiré. L'appeler, c'était l'humiliation ultime. Mais il y avait 20 millions de dollars qui attendaient sous la glace de l'Alaska. La honte était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Avant que je puisse me dégonfler, ça a sonné 2 fois. David ? Putain. Ça fait des mois que j'essaie de te joindre. T'es passé où, bordel ? J'ai besoin d'aide, ai-je dit, les mots rauques dans ma gorge. Pas pour moi. Pour la mémoire de papa. Pour l'oncle Walter. Combien, a demandé Kevin, cash comme ça. Pas de questions, pas de leçons, pas de conditions. 47 000. Je peux t'expliquer, mais il me les faut avant vendredi, sinon je perds un truc qui vaut 20 millions. Tu les auras demain.
Où est-ce que je les envoie? Mercredi matin, j'étais au service des archives du comté d'Anchorage, vêtu des seuls vêtements propres qui me restaient, tenant un chèque de banque de 47 000 $. Mes mains tremblaient en le faisant glisser sur le comptoir à Linda Martinez. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était au téléphone, efficace, pointue, et un peu amusée par le drame qui se déroulait dans son bureau habituellement calme. « Vous l'échappez belle, monsieur Patterson », a-t-elle dit en tamponnant le reçu. La vente aux enchères est vendredi à midi. Et maintenant, il se passe quoi, ai-je demandé. Maintenant? Vous êtes propriétaire de 140 hectares de terre de première qualité en Alaska, libre de toute charge. Elle m'a tendu une liasse épaisse de documents. Et je vous suggère de répondre à votre téléphone. Il n'arrête pas de sonner. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif régional de l'Alaska. Monsieur Patterson, ici Richard Foster de Western Oil Corporation. On nous a informé que vous avez réglé l'hypothèque fiscale sur la parcelle 82C559. Nous aimerions vous rencontrer immédiatement pour discuter de notre offre. Moins d'une heure plus tard, j'étais dans un des niaises juste à la sortie de l'autoroute 3, le seul endroit où je pouvais me permettre d'organiser une réunion. 3 cadres étaient assis en face de moi, chacun d'une compagnie pétrolière différente, chacun essayant de cacher à quel point ils étaient désespérés. Je ne m'étais pas douché depuis 3 jours, je portais une chemise de la friperie avec les initiales de quelqu'un d'autre sur la manchette, et ces millionnaires me traitaient comme si j'avais toutes les cartes en main. Parce que c'était le cas. Richard Foster de Western Oil a pris la parole en premier, en faisant glisser un dossier sur la table entre les tasses de café et les menus intacts. Monsieur Patterson, nos études géologiques indiquent que votre terrain repose sur environ 50 millions de barils de pétrole récupérables. Nous sommes prêts à offrir 22 millions de dollars pour les droits miniers, vous conservez la propriété de la surface. La cadre d'Arctic Reserve Energy, une femme nommée Patricia Chen, a ri. N'insultez pas l'homme, Richard. Monsieur Patterson, 25 millions. Paiement immédiat, sans condition. Le troisième cadre, Robert Kane de Summit Petroleum, n'avait pas dit un mot. Il était plus âgé, les cheveux argentés, avec le regard patient de quelqu'un qui avait remporté plus d'affaires qu'il n'en avait perdu. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme. Messieurs, Madame Chen, arrêtons les conneries. Monsieur Patterson, le terrain de votre oncle est situé entre 3 de nos opérations existantes. Celui qui contrôle ces droits miniers contrôle le développement de l'ensemble du champ. C'est pourquoi nous sommes tous ici, et c'est pourquoi vous pouvez fixer votre prix. Alors fixez le vôtre, ai-je dit, surpris de la fermeté de ma voix. 30 millions pour les droits miniers, plus 2% de royalties sur chaque baril extrait pendant les 50 prochaines années. Selon les projections actuelles, cela représente environ 3 millions de royalties par an. Patricia Chen a commencé à argumenter, mais j'ai levé la main. Une main qui avait débouché des toilettes il y a 6 mois, qui avait signé tous mes biens à une femme en qui j'avais confiance, qui avait mangé dans des poubelles quand la faim était devenue trop forte. 32 millions, 3% de royalties. Et je veux 10 millions transférés dans les 72 heures. Robert Kane a souri comme si j'avais réussi une sorte de test. Marché conclu. Nous avons signé l'accord initial là, dans le DNIS, entre les menus collants et les néons, pendant que des routiers mangeaient des pancakes aux tables voisines. La transaction commerciale la plus importante de ma vie, d'une valeur supérieure à tout ce que j'avais perdu cette fois, a été conclue dans une cabine avec des sièges rafistolés avec du ruban adhésif. Jeudi matin, Kevin est arrivé du Michigan. J'étais encore dans la Civic sur l'aire de repos quand sa BMW s'est garée. Il est sorti, a jeté un coup d'œil à ma façon de vivre, et m'a serré dans ses bras, ce qui a brisé quelque chose en moi que je maintenais ensemble avec du dépit et de l'obstination. « Pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt ?» a-t-il demandé. « Fierté, ai-je dit. Une fierté stupide et hors de prix. C'est quoi cette histoire d'oncle Walter et de 20 millions de dollars ? Je lui ai tout montré. Les documents, les contrats, la confirmation du virement en attente. Il a tout relu 2 fois, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez mon petit frère qui a réussi dans la vie. « Eh ben, il t'a sauvé », a dit Kevin doucement. Ce vieux fou d'ermite qui vivait dans une caravane en Alaska t'a sauvé. Vendredi, à 15 h, le virement a atterri sur mon compte. 10 millions de dollars. La banque a appelé 3 fois pour vérifier que ce n'était pas une fraude. Assis dans ma voiture, je fixais le chiffre sur l'écran de mon téléphone,
incapable de croire que ces chiffres m'appartenaient. Mon premier achat a été une chambre au Holiday Inn. Pas le Ritz, pas le Four Seasons, juste une chambre propre avec une douche chaude et un lit qui ne nécessitait pas de me contorsionner en bretzel. Je suis resté sous cette douche pendant 1 heure, l'eau assez chaude pour brûler, en train de laver 6 mois de lavabo d'air d'autoroute et d'essuie-mains en papier. Mon deuxième achat a été un coup de fil à mes filles. Emma a répondu à la 3e sonnerie. Papa. Sa voix était méfiante, suspicieuse. Je n'appelle pas pour de l'argent, ma chérie. Je n'appelle pas pour parler de ta mère. J'appelle parce que je vous aime. Et je veux que vous sachiez que quoi qu'on vous ait dit, quoi que vous pensiez, ça ne changera jamais. Il y a eu un silence, puis un petit sanglot. Maman a dit que tu finirais par appeler. Que tu essaierais de nous manipuler. Je n'essaie de manipuler personne. Je voulais juste entendre votre voix, vous dire, à toi et à Olivia, que je vais bien et que je vous aime toutes les deux. C'est tout. Papa, tu vis vraiment dans ta voiture? Tom Russell nous l'a dit quand on l'a croisé chez Kroger. Plus maintenant, ai-je répondu. Les choses sont en train de changer. Mais même quand j'étais au plus bas, toi et ta sœur, vous m'avez aidé à tenir le coup. On a parlé pendant 1 heure. Ensuite, Olivia s'est jointe à la conversation en haut-parleur. La vérité sur Sarah et Marcus commençait à éclater. Elles avaient remarqué des choses Marcus qui squattait pratiquement à la maison avant le divorce. Finalement, les histoires de leur mère ne collaient plus, l'entreprise qui coulait à cause d'elle. Est-ce qu'on peut te voir, a demandé Olivia. Quand vous voulez. Le samedi matin, j'ai rencontré le meilleur cabinet d'avocats de Columbus. Pas pour me venger, bien qu'ils aient dit qu'on pouvait accuser Marcus et Sarah de fraude. Mais pour me protéger, pour m'assurer que personne qui avait essayé de me détruire ne puisse toucher à cet argent. L'associé principal, Marcus Chen, a regardé les papiers du divorce et a secoué la tête. L'ironie est parfaite. Puisqu'ils ont tout pris lors du divorce, ils ne peuvent prétendre à aucun héritage ou actif que vous avez acquis après coup. Votre ex-femme s'est légalement séparée de la fortune même qu'elle aurait pu partager. Cet après-midi-là, je suis passé devant mon ancienne entreprise. Un panneau à vendre était planté devant le bâtiment que j'avais acheté il y a 15 ans. Tom Russell avait raison. Sarah avait détruit en 18 mois ce que j'avais mis 22 ans à construire. Le parking était vide, à l'exception d'un camion à ma camionnette d'origine que j'avais gardé par sentimentalisme, maintenant rouillant derrière la benne à ordures. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni tristesse. Juste une étrange paix. Cette entreprise avait été l'œuvre de ma première vie. Maintenant, j'avais l'argent pour une seconde vie, une vie construite sur des bases solides au lieu de faire confiance aux mauvaises personnes. Le premier chèque d'1 million de dollars que j'ai fait était pour Kevin, pour le rembourser 20 fois la somme qu'il m'avait prêtée. Il a essayé de refuser, mais j'ai dit, tu m'as sauvé quand personne d'autre ne voulait le faire. Tu ne m'as pas seulement prêté de l'argent. Tu m'as rendu ma vie. J'ai acheté un appartement simple de 2 chambres à Denver. Payé comptant, rien d'extraordinaire. Après avoir vécu dans une Honda Civic, tout ce qui avait une salle de bain me donnait l'impression d'être dans un palais. Je l'ai meublé simplement un lit qui ne me faisait pas mal au dos, un canapé qui n'était pas un siège de conducteur, une cuisine où je pouvais faire cuire des haricots dans une casserole au lieu de les manger froids en conserve. Mes filles sont venues me rendre visite 2 semaines après que l'argent a été viré. Elles sont restées debout dans mon appartement simple, déconcertées par sa simplicité. « Papa, tu as 30 millions de dollars, a dit Emma. Pourquoi tu vis comme ça? Parce que j'ai appris la différence entre avoir de l'argent et avoir besoin de le montrer, leur ai-je dit. Ta mère et moi, on a construit une vie basée sur les apparences. Regardez où ça nous a menés. La vérité sur leur mère a éclaté petit à petit. Marcus l'avait quitté 3 mois après le divorce, passant à une autre femme riche qu'il avait rencontrée au country club. L'entreprise perdait de l'argent rapidement, passant de 12 à 3 employés. Elle avait mis la maison en vente, mais ne trouvait pas d'acheteur au prix qu'elle souhaitait. Elle pleure beaucoup, m'a dit Olivia doucement. Elle boit du vin et parle de la façon dont la vie est injuste. Je n'ai pas éprouvé de joie en entendant cela. Sarah avait été ma femme pendant 24 ans, la mère de mes enfants. Sa chute ne me rendait pas heureux, juste une triste compréhension de la façon dont la cupidité et la trahison ruinent tout. L'enquête que mes avocats ont lancée a révélé à quel point Marcus était corrompu. Il avait fait des choses similaires avec 4 autres clients, s'en prenant toujours à des hommes prospères qui faisaient entièrement confiance à leurs femmes.
Le FBI s'en est mêlé quand ils ont découvert qu'il blanchissait de l'argent via des comptes offshore. Il a perdu sa licence d'avocat, a été arrêté et a écopé d'une peine de 8 ans dans une prison fédérale. La juge Patricia Thornton, qui avait statué si fermement contre moi, a soudainement démissionné pour des raisons personnelles lorsque l'enquête a révélé d'étranges dépôts sur ses comptes, correspondant aux plus grosses affaires de Marcus. Les infos locales ont rabâché l'histoire pendant une semaine. Je regardais tout ça depuis mon appartement à Denver, avec l'impression d'avoir eu raison, mais pas d'avoir gagné. J'ai lancé la fondation Walter Patterson avec 5 millions de dollars au départ. Son but ? Aider les pères divorcés qui avaient tout perdu à se reconstruire, pas seulement avec de l'argent, mais aussi avec du soutien. La première personne qu'on a aidée, c'était James Rodriguez, un menuisier de Chicago qui vivait dans sa camionnette avec son jeune fils après que l'avocat de son ex-femme ait utilisé des combines à la Marcus. Je comprends pas, a dit James quand je lui ai tendu le chèque de 50 000 dollars. Pourquoi vous aideriez un inconnu ? Parce que quelqu'un que je connaissais à peine m'a aidé, ai-je répondu, en pensant à l'oncle Walter dans sa caravane en Alaska, qui payait des impôts sur une terre gelée depuis 25 ans. Parfois, l'aide vient de là où on l'attend le moins. La fondation a grossi vite. En un an, on avait aidé 47 hommes à passer du statut de sans-abri à une vie stable. Chaque success story guérissait quelque chose en moi que la trahison de Sarah avait brisé. Finalement, avoir un but, ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. J'ai revu Sarah une dernière fois, environ 18 mois après ce coup de fil d'Alaska. J'étais à Columbus, je rendais visite à mes filles, et je faisais le plein dans une station-service près de High Street. Elle s'est garée dans une Toyota Camry d'il y a 10 ans, le genre de bagnole dont elle se serait moquée quand on était mariés. On s'est regardé à travers les pompes à essence. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, avec le même regard abattu que j'avais vu dans mon propre reflet pendant ces 6 mois dans la Civic. Elle a commencé à dire quelque chose, peut-être pour s'excuser, peut-être pour demander de l'argent, peut-être juste pour reconnaître à quel point les choses avaient mal tourné. Mais j'ai juste fini de faire le plein, je suis monté dans mon pick-up un Ford F-150 fiable, rien d'extraordinaire et je suis parti. Il n'y avait plus rien à dire. Mes filles ont obtenu leur diplôme sans être endettées, leurs fonds universitaires étaient en sécurité. Même après tout ça, Emma a fait médecine. Olivia est devenue ingénieure. Elles viennent me voir régulièrement maintenant, avec des petits amis que j'essaie de ne pas effrayer en jouant au père trop protecteur. On a reconstruit les choses lentement, honnêtement, sans mensonge entre nous. Tom Russell a racheté mon ancienne entreprise pour 200 000 dollars, bien moins que ce qu'elle valait avant, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. J'ai moi-même accordé le prêt et je l'ai tout simplement annulé. 6 mois plus tard, il a remis l'entreprise sur les rails, et Patterson Plumbing Service décroche à nouveau des contrats dans tout Columbus. Il m'appelle parfois pour me demander conseil, et je suis content de l'aider. J'ai 3 photos sur mon bureau à Denver. Une de mes filles à la remise de diplôme. Une de mon père, qui est mort quand j'avais 12 ans, mais j'entends encore sa voix qui me dit que les Patterson n'abandonnent jamais. Et une de l'oncle Walter. Juste cette photo de quand il était venu me voir quand j'avais 7 ans. On tient tous les deux des cannes à pêche devant son pick-up rouillé. Derrière, de l'écriture tremblante de Walter, la famille est une richesse qui s'accroît avec le temps. Il avait payé des impôts sur cette terre en Alaska de 1973 à 1998, dépensant probablement 50 000 dollars en 25 ans pour conserver une terre que tout le monde pensait sans valeur. Il n'y a jamais rien construit, il ne l'a jamais vendue, il n'est même jamais allé la voir pendant ces dernières années. Il s'y est juste accroché comme s'il attendait quelque chose. Maintenant, je comprends. Il attendait que j'en ai besoin. Hallucinant. D'une certaine manière, cet oncle ermite que j'ai rencontré une seule fois savait qu'un jour son neveu perdrait tout et aurait besoin d'un miracle. Enfoui sous le permafrost de l'Alaska, il avait investi dans mon salut des décennies avant que j'aie besoin d'être sauvé. Les 32 millions de dollars ont changé ma vie, mais pas comme les gens le pensent. Je ne conduis pas de supercar et je ne vis pas dans des manoirs. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai appris que la richesse ne dépend pas de ce qu'on peut acheter, mais de la liberté de choisir. La liberté d'aider des inconnus qui me rappellent moi à mon plus bas. La liberté de pardonner sans oublier. La liberté de reconstruire sans vengeance. Chaque matin, je me réveille dans mon appartement simple, je me fais du café dans une vraie cuisine, et je consulte les emails de la fondation. Des histoires de types détruits par la trahison, vivant dans des voitures, mangeant des haricots froids, qui s'accrochent à peine.
Chacun reçoit une réponse, reçoit de l'aide. Reçoit la chance que j'ai eue parce qu'un oncle bizarre en Alaska croyait en un autre genre d'intérêt composé. Sarah a volé mon argent, mais m'a donné quelque chose d'inestimable. Savoir que je pouvais survivre à tout. Que le fond du trou a un sous-sol. Mais même dans ce sous-sol, il pourrait y avoir du pétrole qui attend. Faut juste vivre assez longtemps pour le trouver. Les 47 000 $ d'arriérés d'impôts que j'ai payés. J'ai fait encadrer le reçu. Il est accroché dans mon bureau avec une simple plaque, le meilleur investissement que je n'ai jamais su que j'avais fait. L'oncle Walter est mort seul dans une caravane en Alaska, probablement en mangeant des haricots en conserve comme moi dans cette Civic. Mais il est mort en sachant qu'il avait laissé à son neveu plus que de la terre. Il avait laissé une leçon sur la patience, sur la vision à long terme, sur le fait que la richesse familiale n'est pas toujours une question d'argent, mais qu'il s'agit de s'entraider à travers les décennies et les distances. Parfois, les plus grandes fortunes se cachent là où on les attend le moins. Parfois, elles sont gardées par des anges qui ont l'air d'ermites, protégées par des décennies d'impôts payés et une attente patiente. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui nous appartenait depuis toujours. Parfois, le salut arrive d'Alaska, d'un oncle rencontré une seule fois, d'une terre dont on ignorait l'existence. Et parfois, il arrive pile au moment où l'on en a le plus besoin.